euromondialiste remporte les élections législatives en Moldavie au terme d'une campagne où le pouvoir pro-Bruxelles a utilisé des méthodes peu démocratiques et clairement autoritaires. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Un nouveau coup de force des euromondialistes en Moldavie, cette fois-ci lors des élections législatives. D'une courte avance, le PAS, Parti Action et Solidarité, qui soutient la présidente Maia Sandu, a conservé sa majorité absolue au Parlement avec 50,2% des suffrages et 55 sièges sur les 101 du Parlement, soit un recul de 8 sièges par rapport à la précédente mandature. Depuis début 2022 et le conflit à grande échelle en Ukraine, les élections en Moldavie ont pris un tournant autoritaire sous la conduite de sa présidente pro-Bruxelles, en utilisant les bonnes vieilles méthodes soviétiques, fût-ce pour prétendre s'opposer aux velléités néo-soviétiques du pouvoir à Moscou. Pour rappel, la Moldavie est une ancienne république de l'URSS, majoritairement roumanophone, même si une part importante de la population a pour langue maternelle le russe, étant donné que cette langue était la lingua franca de l'Union soviétique et donc des migrations internes du pays. Coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, la Moldavie est de surcroît confrontée depuis le début des années 90 à une problématique séparatiste avec la Transnistrie, une petite bande de terre coincée entre la Moldavie et l'Ukraine, même si ces dernières années, dans les faits, une coopération s'est établie entre Chisinau, la capitale de la République moldave, et Tiraspol, la capitale de l'entité séparatiste de Transnistrie, où stationnent toujours quelques centaines de soldats russes. Mais le réel problème de la Moldavie, c'est surtout que le pays est exsangue économiquement et démographiquement, une grande partie des actifs vivant et travaillant à l'étranger à l'année. Malgré tout, Bruxelles travaille d'arrache-pied depuis des années pour faire définitivement basculer la Moldavie dans le camp pro-européen et anti-Moscou. Et pour cela, toutes les méthodes sont bonnes. Du côté de la carotte, l'Union européenne envoie des promesses de milliards à la Moldavie, tout en prenant soin de contrôler en lieu et place des dirigeants moldaves la gestion de ses budgets, une méthode que la Commission européenne expérimente donc en Moldavie, mais entend généraliser à toute l'Union européenne d'ici 2028. Côté bâton, le pouvoir à Chisinau n'a reculé devant rien pour s'assurer de sa victoire et de la reconduction de sa majorité parlementaire. Pour lutter contre l'influence russe, qui existe certes, mais qui est souvent exagérée à dessein, on a assisté à des arrestations ou à des interdictions de listes électorales dans les jours qui ont précédé le scrutin. Par ailleurs, si on observe attentivement les résultats, on se rendra compte qu'une fois de plus, tout comme lors du référendum sur l'adhésion à l'Union européenne, c'est le vote de la diaspora moldave qui a fait la bascule. Or, tout a été entrepris pour que la diaspora moldave pro-Bruxelles puisse voter massivement et que la diaspora moldave russophile ne puisse pas voter. C'est ainsi que pour tout le territoire de la Fédération de Russie, pays où vivent beaucoup de citoyens moldaves, seulement 2 bureaux de vote étaient ouverts. En comparaison, il y avait 6 bureaux de vote ouverts pour le Portugal. Idem en Transnistrie, où il y avait en tout et pour tout 12 bureaux de vote ouverts pour 500 000 habitants. Selon Modeste Schwartz, spécialiste des pays roumanophones, il faut s'inquiéter de ces dérives, et surtout sur le fait qu'elles finissent par faire tache d'huile dans la culture politique européenne. J'ai surtout pas tellement l'impression qu'on ait vu dans son opposition émerger un parti ou une personnalité qui électriserait vraiment les masses moldaves. Il n'y a pas eu de participation record. Pour l'instant, on n'a pas vu non plus de grandes manifestations. Je suis pas sûr qu'on en voit par la suite. En revanche, le gros problème, je dirais que dans cette histoire, c'est notre attitude à nous, c'est-à-dire aux Européens, représentés qu'ils le veuillent ou non par la Commission européenne, laquelle commission a non seulement fermé les yeux sur toutes les dérives autoritaires du régime Maia Sandu pendant la campagne, non, on est allé beaucoup plus loin que fermer les yeux. On a littéralement mis le tampon de l'Union européenne sur ces dérives, et moi j'ai très très peur qu'en fait cette République moldave ne devienne une sorte de laboratoire, un bêta-testing d'une dérive autoritaire dont on pourrait très bien, dans peu de temps, faire l'expérience chez nous à la maison. Parce que, si vous voulez, quand vous avez un service dit de renseignement, mais qui finit par aller lui-même, à la veille d'une élection, procéder à des arrestations d'opposants, ça s'appelle l'Union soviétique. Alors, dans les pays post-soviétiques, c'est pas particulièrement surprenant. Malheureusement, ça reste, jusqu'à nos jours, fondamentalement, leur culture politique, c'est ça. Bon, le problème, c'est que intégrer ce genre de société à la communauté européenne,
ça entraînera, je dirais, de façon inévitable, une soviétisation de la culture politique européenne elle-même. Alors, est-ce que des gens comme Ursula von der Leyen ne se rendent pas compte, si vous voulez, de l'inévitabilité de ce genre d'évolution? Moi, on aura beaucoup de mal à me le faire croire. Moi, je pense plutôt que c'est le projet et que c'est ça qui devrait nous inquiéter plutôt que je ne sais quel dépôt de munitions quelque part à Tiraspol, dont on devrait plutôt se demander s'il reste encore la moindre munition à l'intérieur après 30 ans de pillage intensif. Du côté de l'opposition moldave, l'ancien président Igor Dodon, qui a rassemblé environ 25% des suffrages, a mollement contesté la sincérité du scrutin, même si cette contestation ne devrait pas aller bien loin. En revanche, la majorité fragile dont jouit désormais le parti présidentiel devrait favoriser le maintien sous tension de la société moldave et des méthodes autoritaires du pouvoir euromondialiste. Avec, bien évidemment, le plein appui de Bruxelles et des fonds publics alimentés par les contribuables européens.